T'es fier de toi, là. Vraiment, tu pouvais pas trouver mieux comme titre. Parce que là, on est quand même dans le putaclic, hein. Ouais, je suis assez fier de moi. En même temps, je fais ce que je veux déjà. Et ensuite, bah, comme c'est ma chaîne, je voulais tester plusieurs trucs, plusieurs titres, pourquoi pas, hein, dont celui-là qui est particulièrement putaclic, hein. Euh, je monte ce moteur et ça tourne mal. Ouais, là, je pouvais difficilement faire plus putaclic. Quoique, je peux peut-être en garder sous le pied. Et la prochaine étape, c'est quoi? Bah, je sais pas, la prochaine étape, ce serait répondre à la question suivante. Pourquoi les fabricants de répliques construisent moins d'AK? Frankenstein. Victor Frankenstein. Je vous conseille de lire soit les bouquins, parce qu'il y en a pléthore, mais il y a un film qui est assez intéressant, c'est le Frankenstein de 1994, je crois, si je ne me trompe pas, qui était assez intéressant. Et pourquoi je vous parle de Victor Frankenstein, c'est qu'au fur et à mesure du temps, effectivement, on a confondu la créature et son créateur. Voilà, la créature s'appelle la créature, le monstre, hein, et le créateur c'est Victor Frankenstein. Nous ici, on va essayer de créer un monstre, un petit peu à la manière de Victor Frankenstein, en prenant plusieurs parties de quelques trucs et faire un assemblage pour obtenir des caractéristiques bien précises. Et c'est ce qu'on appelle ici le Frankentorque. Ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué de plus faire des vidéos. Je suis désolé de cette longue absence. J'avais un peu de boulot. Ici, on est sur une 18e amendement. Donc 18e amendement, c'est le nom de la bière, hein. C'est du Pils, un petit houblon classique, il fait très chaud. Là, enfin, l'été s'installe. Hein, on est quand même... on doit être quoi? Vous verrez la vidéo, ouais, pour le 15 août, quelque chose comme ça. Ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. Je pourrais en parler pendant des heures. Et vous n'êtes pas venu pour ça. Le moteur. Le moteur, c'est quelque chose de très important. Tout est très important dans une gearbox. Le moteur, ce serait un petit peu le cœur d'une... non. Non, parce que le cœur, ce serait la batterie. Donc le moteur, ce serait les muscles, ce qui ferait que les engrenages seraient les tendons. Ouais, non, mais c'est chiant. On va arrêter les analogies. Le moteur, c'est ça qui va permettre de mettre en mouvement de rotation, vos engrenages qui, eux, vont faire reculer une crémaillère ici, hein. Voilà, tac, on la voit ici, qui est contrainte par un ressort et donc déclencher une série de tirs en semi ou en full. Les moteurs, il faut savoir qu'ils ont des caractéristiques internes, et on va essayer de dégrossir un petit peu ça, parce que j'entends assez régulièrement « ton moteur n'est pas bon », alors ça c'est une erreur, il n'y a pas de bon ou de mauvais moteur, il y a simplement des contextes dans lesquels vos moteurs vont pouvoir s'exprimer au mieux, et on va essayer de voir ça ensemble. Donc un moteur, il se compose de beaucoup d'éléments qui ont tous forcément leur importance. On va avoir ici, je vais essayer de me rapprocher ici, donc voilà, ce sont des charbons. C'est ça qui va réussir à transmettre le courant électrique à votre bobine, on verra ça tout à l'heure. On a ici, bon là elle est démontée, mais on a une cosse moteur qui va être positive ou négative, bien qu'un moteur finalement n'a pas forcément de polarité propre, hein, c'est pas comme une LED, hein, qui va faire passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Le moteur, lui, il va faire passer, le moteur va accepter n'importe quel courant, simplement, si vous inversez la polarité, vous inversez le sens de rotation. Voilà, c'est quelque chose qui a son importance quand même quand on commence à monter des gearbox, par exemple des T3. Les gearbox T3 ont 4 engrenages, donc il faut bien penser à inverser la polarité de votre moteur pour faire tourner dans l'autre sens. Mais voilà, d'une manière générale, ici, vous avez en rouge le positif et absence de couleur, c'est le noir, donc le négatif, qui va donc faire tourner ce moteur dans un sens bien particulier. On veut en démonter un parce qu'il y a des caractéristiques à l'intérieur qui sont intéressantes à comprendre pour pouvoir choisir correctement son moteur. Un moteur, ça peut se résumer, si on fait beaucoup d'approximations, en deux parties. On a ce qu'on appelle un stator. Le stator, c'est la partie qui n'est pas mobile dans le moteur. C'est une cage. En fait, c'est une cage et là, vous allez voir à l'intérieur, voilà, ils sont un petit peu en surbrillance. On voit qu'il y a des aimants.
Ce sont des aimants qu'on appelle des aimants permanents. Un aimant permanent, en fait, c'est des terres rares qui vont être agencées pour donner un effet d'aimant, tout simplement. Je ne sais pas comment le décrire plus précisément que ça. Ce sont des aimants permanents parce qu'ils sont toujours aimantés. On ne va pas parler des moteurs brushless, on va juste parler, nous, des moteurs type standard, parce que les brushless, c'est une autre technologie, il faudrait faire une vidéo qui soit vraiment dédiée à ce type de moteur. Nous, ici, on va s'intéresser en premier lieu au stator, le stator avec ses aimants permanents. Les aimants permanents, on en a de deux types. On a des aimants classiques, qui ont une force qui va être, on va dire, modérée, et on a des aimants qui sont beaucoup plus puissants dans une autre matière, le néodyme, qui va permettre de développer finalement le couple du moteur. Donc ici, on est sur un faux SHS high torque. Alors, je l'ai démonté d'une réplique qu'on m'a envoyée. T'inquiète, j'ai mis un high torque, mais ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que ce n'en est pas un, tout simplement. Les aimants qui sont à l'intérieur sont des aimants standards, ce ne sont pas des aimants en néodyme qui vont donc avoir un faible couple, vraiment faible couple. Il faut savoir que les aimants n'ont pas tous le même prix. Plus on a des aimants de qualité, donc plus on a des aimants qui vont être forts, plus le prix de votre moteur va augmenter. Ce qui va faire la différence entre un moteur standard, high speed, high torque, ça va être en grande partie les aimants permanents qui sont à l'intérieur. Les aimants permanents à l'intérieur, il y en a de plusieurs types et de plusieurs forces, on va dire, avec les plus costauds qui sont les aimants en néodyme, qui eux vont réussir à apporter énormément de couple à votre moteur. Ici, désolé pour toi, tu as acheté ça sur Wish, c'était une sorte de moteur high speed. En tout cas, la seule chose que tu as acheté finalement, c'est une belle contrefaçon d'un autocollant. L'autre caractéristique du moteur, c'est son TPA. Le TPA, qu'est-ce que c'est? Le TPA, en fait, c'est le nombre de tours de fil par élément. Ici, vous voyez qu'il y a donc 1, 2, 3 éléments. Et donc, ça nous fait 3 bobines distinctives qui ont chacune d'entre elles un nombre de tours. C'est des tours de cuivre qui vont réaliser donc une bobine. Cette bobine soumise à un courant électrique va avoir un rôle et va se transformer en électroaimant, va générer un champ magnétique. Ce champ magnétique étant emprisonné dans un petit endroit où il y a déjà des aimants permanents, ou dans le cas des brushless, un autre champ magnétique, va être mis en rotation. C'est le principe de fonctionnement de votre moteur électrique, tout simplement. La caractéristique principale de ce cœur de moteur, parce que là c'est vraiment le cœur du moteur, ça va être le nombre de spires d'enroulement à l'intérieur de chaque élément. On peut avoir du 12, 14, du 16, c'est toujours des nombres pairs. Plus vous allez avoir de tours, plus vous allez avoir une grosse bobine, plus vous allez générer un champ magnétique puissant. Et c'est ça qui va être intéressant. Ça va être intéressant pour deux raisons. La principale, donc là, ce moteur cheap, comme je vous ai dit, ce moteur cheap, en fait, comme il coûte pas cher, on a mis des choses pas chères dedans. Et ça coûte moins cher de mettre plus de tours que de mettre des bons aimants. Ce qui fait que dans des moteurs type standard, on va avoir des aimants faibles, des aimants permanents faibles dans votre stator, et on aura un nombre de TPA un peu plus élevé. On va générer un plus grand champ magnétique pour essayer de donner un couple apparent un peu plus costaud. C'est ça qui va nous intéresser. Et comme Victor Frankenstein, on va utiliser certains éléments de cadavre de moteur pour en refaire un et lui donner des caractéristiques qui vont servir dans un cas bien précis. On va utiliser les aimants permanents puissants d'un moteur high torque et y ajouter un cœur de moteur avec un grand nombre de TPA. Alors, il n'y a pas que les TPA qui sont importants, il y a aussi la section de vos fils de cuivre. Si vous avez un grand nombre de TPA, vous avez très probablement des fils fins. Si ces fils sont fins, il va y avoir des phénomènes de résistance. S'il y a des phénomènes de résistance, votre intensité, je vais essayer de vous mettre un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre l'intensité et la résistance et ainsi de suite. Mais surtout, c'est que votre moteur risque de chauffer. Donc, voilà, il n'y a pas que les TPA à prendre en compte. On essaiera plus tard de rentrer encore un peu plus dans le sujet, si vous voulez vraiment construire des Frankentorque qui soient vraiment utilisés dans des cas bien précis. Mais maintenant,
on va pas complexifier la chose, on va essayer de la simplifier. J'ai fait certains types de tests avec j'allais dire la désormais célèbre, non, pas célèbre du tout, hein. La réplique que j'ai penjobée, hein, vous savez qu'on avait acheté sur Airsoft Occasion pour en faire un laboratoire. Et ben ce laboratoire m'a servi plusieurs fois, parce que j'ai eu d'autres vidéos aussi où elle va apparaître, bon an, mal an, et ben je vais vous mettre ça sous forme d'un graphique, et on va essayer de le commenter ensemble, pour pouvoir, à terme, choisir le moteur qu'il faut dans tel et tel contexte. Alors, avant d'aller plus loin, je dois dire qu'il y a quelque chose dont je voulais vous parler quand même. Les moteurs, ça se cale hein, dans une cage moteur ou dans des Gearbox V2, bon an, mal an, dans une poignée moteur. Mais le moteur en lui-même se cale. Vous avez ici, par exemple, je vais vous le remonter, tac, très très rapidement, hop. Ici, vous voyez, il peut y avoir un jeu. Et à la base, vous avez des petites rondelles. Voilà, tac. Des toutes petites rondelles ici. Hop, je vais en faire tomber une. Essayer d'en choper une deuxième. Montrer ça. Voilà, une petite rondelle comme ça. Et c'est ces petites rondelles qui vont vous permettre en fait de bien caler votre cœur de moteur. Donc c'est quand même assez intéressant de vérifier quand vous sortez votre moteur, de bouger la tête et de vérifier est-ce que c'est calé correctement. Ici vous voyez, même si c'est un moteur d'origine, il y a très très peu de jeu. Donc c'est ça en fait qui va vous permettre d'avoir aussi un petit peu de silence pour éviter les vibrations. La vidéo sur le son en Airsoft va bientôt sortir et on verra tout ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir du son un petit peu grinçant. Alors là, je vais devoir vous parler un tout petit peu de protocole. Un tout petit peu, ce sera rapide. J'ai fait mes tests donc avec cette réplique. Et cette réplique, j'ai utilisé une LiPo 11.1. Une LiPo 11.1. Et vous allez voir sur ce graphique qui est ici, on a en abscisse les ressorts M85, 90, M100, M110, M120, 30, 40 et 50. Et on a en ordonnée, on a... finalement, elle n'est même pas indiquée parce que c'est quelque chose qui ne va pas vraiment nous intéresser. Ça va être la cadence. Voilà. Et on va faire le test avec un moteur standard, engrenage 18 pour 1, LiPo 11.1, 20C. Hein, c'est un stick. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est la droite jaune. Donc la droite jaune, qu'est-ce qu'on remarque? Sur un moteur standard, on remarque que on a une pente. On a une pente, ok, c'est notre première droite, donc on la compare à rien. Mais on va utiliser le moteur, le faux SHS, hein, qui finalement se révèle être un moteur high speed. Hein. Voilà ce qu'on obtient. La comparaison entre les deux montre qu'on a une équation de droite, une pente. On a une pente beaucoup plus prononcée avec le moteur high speed, d'accord, avec un point d'intersection. Ce point d'intersection se fait au M90, ici. Ce qui veut dire qu'on a une meilleure cadence avec le moteur high speed avant le M90. Et après le M90, on se rend compte qu'on a une meilleure cadence avec un moteur standard. Donc ça, c'est déjà une première zone qu'il faut bien identifier. À chaque fois qu'il y aura un croisement, ça va nous délimiter une zone. Donc on a fait le standard, on a fait le speed. J'ai fait un SHS high torque, un vrai, hein, cette fois. Le SHS high torque, ça nous donne cette droite. Donc on voit bien que l'équation de... Putain, il faut que j'arrête avec ça. On voit bien que la pente de la droite, on est quand même... Voilà, on va s'approcher au fur et à mesure du temps de l'horizontale. Et on voit qu'ici, il y a un autre point d'intersection entre le standard et le high torque. Et ce point d'intersection se fait aux alentours du M110. À partir du M110, j'ai une meilleure cadence avec mon SHS high torque par rapport avec mon moteur standard sur une LiPo toujours la même et toujours le même type d'engrenage. Donc maintenant, pour le moteur Frankentorque. Le moteur Frankentorque, si on a réussi notre coup, et si on a bien monté notre moteur, qu'on a mis des aimants néodyme, donc là c'est mon SHS high torque que j'ai déboîté avec le moteur standard. Et si on a réussi, on va avoir très peu de vitesse, donc on va démarrer beaucoup plus bas, mais on va avoir une pente très douce, parce qu'en fait on ne va pas perdre de couple. Vu qu'on a énormément de couple, peu importe le ressort qu'on va mettre, on va garder vraiment énormément de couple.
Et dans ma configuration actuelle, c'est pour ça que je ne vous mets pas le nombre de coups par minute, parce que finalement on s'en moque, on est en train de comparer des trucs. Et ben là, on se rend compte que passer le M120, c'est beaucoup mieux de mettre mon Frankentorque, j'ai une meilleure cadence, jusqu'au M150, parce que je ne suis pas allé plus loin, et ça me donne une quatrième zone. Et cette quatrième zone va être super intéressante pour une prochaine vidéo. Il faut que je prenne des cours encore dessus. Ça va être sur les DSG. Et l'intérêt de monter des Frankentorque, c'est-à-dire très peu de vitesse, mais énormément de couple, pour obtenir un DSG qui tienne la route, parce que le DSG, il faut monter sur des ressorts qui sont beaucoup plus costauds que ce qu'on peut avoir d'habitude, vu qu'on raccourcit la course du piston par 2. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce Frankentorque qui est là, qui à la main est compliqué à faire tourner, ce Frankentorque là, il m'apporte vraiment des caractéristiques bien particulières pour faire du DSG. Et c'est pour ça que j'ai mis en titre de vidéo « Je monte ce moteur et ça se passe mal ». Parce que ouais, avant de le monter dans un DSG, un Frankentorque il servira à rien. Il vaudra mieux partir sur du high torque, du standard, du high speed, selon ce que vous avez besoin de faire. Mais cette vidéo, en fait, elle a du sens uniquement avec la prochaine qui parlera des engrenages 13.1. Et en abordant le sujet des engrenages 13.1, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle énormément des moteurs et de leur couple. Quitte à parler de couple moteur, autant citer Victor Frankenstein.